Salut à tous, c'est Frenzo. Dans cette nouvelle vidéo livre, j'avais envie de vous parler de La Nuit des Temps de René Barjavel, un classique de la littérature française. Il y a plein de choses à dire, je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, reste avec moi. Avant de commencer ma critique sur La Nuit des Temps de René Barjavel, je voulais vous dire qu'en fait ce livre-là, on me l'a fait découvrir quand j'étais au collège. Je ne sais plus si c'était en troisième ou en quatrième, mais on avait l'obligation de l'acheter, de le lire, parce qu'une semaine après, on avait un contrôle dessus. Et à l'époque, ma prof de français, elle voyait qu'on n'était pas très enthousiaste à l'idée de lire des livres, surtout qu'elle nous proposait des choses un peu dans le style de Victor Hugo, etc. Et à l'époque, on détestait tous ça. Bon, on n'aimait pas lire de toute façon, donc peu importe ce qu'elle nous aurait proposé, on aurait râlé. Mais elle s'est dit, bah, pour changer, je vais leur proposer quelque chose qui pourrait être un peu plus à même de leur plaire. Et elle nous a proposé ce livre-là, du coup, La Nuit des Temps de René Barjavel. Alors, bon, on n'était pas plus enthousiaste que ça non plus, hein, on va pas se leurrer, mais du coup, ça changeait, et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de le lire. Alors moi, par contre, je m'étais dit, enfin, quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais le lire, mais je crois que j'ai attendu 2 jours avant le contrôle pour vraiment me lancer dedans. Et je me suis dit, ouais, vu le retard que j'ai, vu le peu d'envie que j'ai de me jeter dedans, bah, je vais lire les premières pages, un petit peu celle du milieu et la dernière, et ça devrait passer pour le contrôle. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai lu les premières pages, et j'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai juste dévoré en quelques heures, et ça m'a réconcilié avec la littérature à l'époque. C'est devenu mon roman préféré, j'en ai pleuré tellement je l'ai trouvé magnifique. Et j'ai cartonné à mon contrôle 2 jours après, mais bon, peu importe. Et du coup, oui, il m'a réconcilié avec la lecture, et c'est ce livre qui a fait que du coup, j'ai enchaîné sur d'autres livres, etc., et que je me suis ouvert au monde de la littérature. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce livre-là, je ne l'ai pas relu depuis des années, peut-être bien depuis une dizaine d'années même, je dirais. J'ai découvert pas mal de livres, pas mal de livres après. Et puis là, dernièrement, comme je me suis remis dans une sorte de lecture un peu intensive, je me suis dit que c'était le moment de le reprendre et d'en faire une critique avec la maturité que j'ai actuellement, et avec un certain recul aussi, parce que j'ai lu beaucoup d'œuvres différentes, et pour voir aussi si du coup avec le temps ça me procurait toujours le même effet, si ce livre restait ou non mon livre préféré. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que La Nuit des Temps de René Barjavel, il est paru en 1968, donc il y a 53 ans. L'auteur, il l'a écrit, c'était en été 1966, donc ça fait 55 ans que cette histoire, elle existe, et que malgré tout ce temps, j'ai envie de vous dire que ce livre, il est indémodable. Il revient même de temps en temps, enfin même pas de temps en temps, il revient tout le temps sur le devant de la scène, tout le monde en a déjà entendu parler, et c'est devenu un classique, comme je disais, de la littérature française. Son auteur, René Barjavel, il est décédé en 1985, soit 2 ans avant ma naissance, et c'était un des pionniers de la littérature de science-fiction, entre autres. Et depuis 50 ans, plus de 50 ans, en fait, La Nuit des Temps, il a été réédité pas mal de fois. Moi, j'avais essayé de retrouver la couverture du livre que j'avais acheté à l'époque, celle-ci, et parce que entre-temps, le livre, je l'ai perdu, malheureusement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en allant en librairie, j'ai vu et même sur internet, toutes les différentes éditions qui étaient parues depuis. Et comme je ne suis pas très fan du format poche, que j'aime bien les livres qui sont assez gros, j'ai comparé toutes les couvertures qui étaient disponibles depuis, et il y en a vraiment pas mal, comme vous pouvez voir. Et celle que j'ai préférée, c'était donc celle-ci, que je vous montre. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est la plus fidèle à l'histoire. Moi, j'en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir si vous l'avez pas, si vous l'avez pas lu. Mais pour moi, c'est la plus fidèle, la plus jolie, et le format, il me plaît juste totalement. Alors, il y avait bien une autre édition qui me plaisait vraiment, vraiment beaucoup, qui était collector et qui coûtait 200 €, mais c'était beaucoup trop cher pour moi, hélas. Donc, tant pis. Mais celle-ci, elle vaut vraiment le coup, et j'étais vraiment content de me la procurer. Donc, La Nuit des Temps, ça parle de quoi, sans trop vous divulgacher? Déjà, sachez que les thèmes qui sont abordés en dehors de la science-fiction, vous avez de la romance, c'est saupoudré un tout petit peu d'érotisme, vous avez une certaine aussi poésie dans la manière d'écrire de l'auteur,
Et tout ça est mélangé et fait que c'est un roman assez à part. Le livre commence par les regrets et le désespoir d'un homme qui contemple Paris depuis sa fenêtre. Un homme complètement brisé, dont on apprend qu'il revient d'une mission scientifique en Antarctique qui a duré 3 années consécutives. Il s'agit du docteur Simon, qui a été le remplaçant à la dernière minute d'un autre médecin qui a été réquisitionné sur une base de l'Antarctique suite à une épidémie de rougeole. Et en fait, Simon, il va se retrouver là-bas en Antarctique sur une nouvelle mission avec un glaciologue qui s'appelle Louis Gray. Et ensemble, avec toute une équipe, ils vont se rendre au secteur 612 pour y tester justement une nouvelle sonde capable de détecter tout ce qui se passe sous la glace à des profondeurs assez incroyables. Et en fouillant justement sous la glace à plusieurs mètres, milliers de mètres, je dirais même de profondeur, toute l'équipe va faire une découverte qui va changer la face de l'humanité pour toujours. J'en dis pas plus, mais rien que ce petit résumé, il donne vachement envie. On a juste envie de savoir ce qui se cache sous ces couches de glace, qu'est-ce qu'ils y trouvent, pourquoi le monde va être bouleversé du jour au lendemain. C'est juste incroyable. Si vous aimez les romans qui vous font poser des questions sur l'humanité, si vous aimez les grandes histoires d'amour, les destins tragiques, si vous aimez le suspense, La Nuit des Temps de René Barjavel, il est juste fait pour vous, quoi. Je vous encourage à le lire vivement, vous ne serez pas déçus. Maintenant, j'entre dans la partie spoiler. Ah, j'ai dit spoiler, d'habitude je dis divulgaché. Bon, je vais le laisser dans la vidéo celui-là. Bref, je vais en révéler pas mal, alors si vous n'avez pas lu le livre, ce qui peut très bien arriver, ne continuez pas cette vidéo tout de suite. Donc du coup, l'équipe de scientifiques vont trouver quelque chose enfoui à 1000 mètres de profondeur sous la glace. Et le plus fou en fait dans tout ça, c'est que non seulement ils y découvrent quelque chose, mais il y a un signal, un émetteur qui émet depuis 900 000 ans. Et donc c'est tout bonnement impossible, tout simplement parce qu'il y a 900 000 ans, l'homme n'était pas encore là, il n'y avait pas encore de technologie, donc pour toute l'armée de scientifiques présente, c'est juste, enfin ils n'en croient pas leurs yeux, quoi, c'est juste impossible. Alors ils pensent que la sonde au départ, la nouvelle sonde a un problème, mais en testant tous leurs autres matériels, tous les résultats sont unanimes, il y a bien quelque chose enfoui à 1000 mètres de profondeur, dont un émetteur qui n'a pas cessé de biper, de sonner depuis 900 000 ans. Les scientifiques décident de ne rien cacher à l'humanité. Ils décident d'annoncer ce qu'ils ont trouvé à tout le monde, à tous les pays, ce qui fait que tous les gens de la planète suivent en live, en direct, ce qu'ils s'apprêtent à trouver sous la glace. Parce que la décision a été prise d'aller voir du coup ce qui se cache à 1000 mètres de profondeur. Et ils vont finalement découvrir sous la glace des ruines d'une ancienne civilisation d'il y a 900 000 ans et une immense sphère en or contenant 2 personnes endormies dans des espèces de blocs et qui sont là depuis eux aussi 900 000 ans, parfaitement intacts et toujours vivants. Ce qui signifie que les premiers hommes étaient déjà là il y a 900 000 ans, qu'ils avaient une technologie capable de les garder en sommeil pendant tout autant de temps. Et ça soulève pas mal de questions à l'échelle de l'humanité, dont une qui est vraiment très importante et qui est le point culminant de ce livre, c'est comme ils sont vivants, ces 2 personnes qui sont juste endormies dans leur caisson, c'est quoi faire? Est-ce qu'il faut les réveiller ou est-ce qu'il faut les laisser endormis pour l'éternité? Que feriez-vous? Et en fait, l'humanité, les scientifiques, la décision est prise qu'il faut les réveiller. Donc, ils décident de réveiller la femme en premier. Et nous découvrons que cette femme s'appelle Eléa et que l'homme qui est endormi à côté d'elle s'appelle Koban et que les deux viennent d'une civilisation qui a existé il y a donc 900 000 ans, une civilisation qui était vraiment très avancée au niveau de la technologie, qui était en paix avec la nature qui l'entourait également. En fait, l'homme qui est endormi dans le caisson, qui s'appelle Koban, se trouve être l'être le plus intelligent de cette époque-là. C'est l'homme qui peut répondre à toutes les questions que se pose l'humanité actuelle. Et il peut y répondre grâce à l'équation universelle de Zoran qu'il a réussi à déchiffrer et qui contient donc toutes les réponses auxquelles on se pose. Mais on découvre aussi que Eléa, la femme qui a été réveillée en première, on découvre que cette femme-là, en fait, elle est juste anéantie parce qu'elle a dû laisser l'amour de sa vie, Païkan, il s'appelle, 900 000 ans en arrière.
Ils se sont donc perdus et c'est un déchirement pour elle. Elle s'en remet juste pas du tout. Et on essaye de savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Elle réalise qu'elle s'est réveillée 900 000 ans plus tard, alors qu'elle pensait avoir dormi une nuit ou maximum 2 nuits. Pour elle, elle ne pensait pas qu'autant de temps s'était écoulé et que la civilisation entière qu'elle avait laissée derrière elle avait disparu. Et elle est juste, oui, comme je le disais, totalement perdue et totalement passive à ce qui se passe, tant son cœur il est meurtri du fait d'avoir perdu Païkan. Tandis que les pays s'arrachent déjà tout leur trouvé au sein de la sphère et s'arrachent les futures compétences et connaissances surtout de Koban, qui est encore lui endormi dans son caisson, on en apprend plus en fait sur la civilisation d'Elea et de Koban, la civilisation d'il y a 900 000 ans. Et on découvre un monde hyper évolué il y a 900 000 ans. Ils habitaient au Gondawa. C'est un monde où la technologie est juste poussée à l'extrême. Les êtres humains ont plus besoin de manger comme nous on mange actuellement. Ils ont des espèces de petites bulles énergiques qui tirent sa force dans la puissance universelle. Une seule de ces capsules que vous mangez vous rassasie pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a aussi des capsules qui vous permettent de ne pas vieillir ou de vieillir doucement, d'avoir des forces complètement décuplées. Enfin bref, la technologie de l'époque, on est en pleine science-fiction, c'était quelque chose d'incroyable à Gondawa. Et pourtant, malgré le fait que tous ces habitants soient en harmonie entre eux au début et avec la nature et avec cette technologie ô combien avancée, il n'empêche qu'ils se font la guerre. C'est-à-dire que vous avez différents pays de l'époque qui commencent à prendre le pouvoir et à en vouloir plus, toujours plus, qui se reproduisent vraiment, vraiment beaucoup, qui fait que la population augmente vraiment rapidement avec de plus en plus de besoins et qui font que du coup, peu à peu, certains abandonnent cette utopie dans laquelle ils vivaient pour se mener une guerre, pour gouverner et en vouloir toujours plus. Donc même il y a 900 000 ans, on en était déjà là, malgré les progrès, malgré le fait que leur humanité à eux vivait paisiblement. Il y avait déjà la guerre qui menaçait et qui grondait de tout détruire sur son passage. On découvre aussi que les humains de Gondawa, les humains de l'époque, ils étaient assemblés à l'âge de 7 ans par un programme informatique. Alors assemblés, en fait, si vous voulez, c'est comme si l'ordinateur, ils appellent ça l'ordinateur central, déterminait à 100% quelle était la personne qui était faite pour vous. Et à l'âge de 7 ans, vous étiez considéré comme apte à être assemblé. Vous étiez donc réuni avec cette personne-là qui vous accompagnerait tout le long de votre vie et dans un amour qui normalement était censé être parfait et grandissant. Et c'est comme ça qu'Elea a été assemblée à Païkan, qui se sont connus et appréciés tout de suite au moment de la cérémonie, qui est pratiquée du coup par les anciens de leur tribu. Et Païkan et Elea du coup se sont trouvés à 7 ans, ils ne se sont plus lâchés. Et depuis ce jour-là, ils ont été unis comme les doigts d'une seule main et ils se sont aimés vraiment jusqu'au bout. Et on découvre leur amour et leur façon de grandir et de conquérir leur monde dans le roman. Et on se rend compte que notre civilisation à nous, à côté d'eux, à côté de la leur, elle est juste minuscule. Tant ils étaient incroyables dans la leur en fait. Ils apprenaient des plantes, de la nature, tout en ayant une technologie qui détruisait pas tout autour d'eux. Ils étaient vraiment dans l'émotion pure en tant qu'être humain. Et on comprend aussi que c'est pour ça que Elea, qui se réveille dans notre monde, est juste totalement dépassée, même dégoûtée par notre humanité à nous, même si elle n'a pas l'occasion de vraiment beaucoup la découvrir, mais le peu qu'elle découvre, que ce soit notre nourriture faite à partir d'animaux, etc., ou même d'objets ou de choses dont le docteur Simon justement lui présente, elle les rejette tous avec dégoût, parce que c'est pas du tout ce qu'elle a eu l'habitude de connaître avant. Ce qui fait d'ailleurs de la peine au pauvre docteur Simon qui, depuis le début où il l'a réveillée, il est juste totalement fou, amoureux d'elle. Et on découvre du coup comment Elea s'est retrouvée ensevelie pendant 900 000 ans avec Koban sous la glace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme la guerre explosait au Gondawa, et qu'ils allaient utiliser une arme qui s'appelait l'arme solaire, qui était capable de tout détruire, y compris toute une civilisation, mais y compris toute la planète elle-même. Koban, qui était l'être le plus intelligent et qui, je crois, aussi a créé cette arme, il me semble, hein, il a anticipé le fait que cette arme destructrice allait tout détruire sur son passage, et que s'il voulait que la population, enfin que l'être humain perdure dans le temps, il fallait en sauver deux capables
de sauver l'humanité et de se reproduire un jour en se réveillant. Et l'ordinateur central a calculé qui étaient les deux humains potentiels capables de faire renaître une potentielle civilisation future. Lui, donc, Koban, qui est considéré comme l'être le plus intelligent et avec les connaissances les plus grandes pour pouvoir justement instruire les futures générations. Et Eléa, qui a été choisie parce que c'est la plus belle, c'est la plus intelligente également, et parce que son tempérament est assez fort pour résister à tout ça. Évidemment, Eléa refuse, tout simplement parce qu'elle ne veut pas quitter Païkan. Le Païkan qui, je le répète, est l'amour de sa vie, ils ont grandi ensemble, ils s'aiment d'un amour fou et impressionnant. Et donc, se faire ensevelir avec Koban, ça veut dire renoncer à lui, et renoncer à une vie avec lui et de plus jamais le revoir, ce qui est impossible autant pour elle que pour lui. Koban en est bien conscient. Koban a une fille aussi, une petite fille qu'il adore et qu'il est obligé d'abandonner également. Et on comprend vite que malheureusement, pendant que le monde de Gondawa est détruit, que Eléa n'aura pas le choix, y compris Païkan. Elle va se retrouver de force ensevelie avec Koban et pendant 900 000 ans. Ce qui fait que on assistait du coup via les souvenirs d'Eléa à son histoire avec Païkan. On découvre du coup la tragédie qui fait que sa civilisation a disparu et qu'elle s'est trouvée ensevelie avec Koban, dans l'obligation du coup de dire adieu à Païkan, des adieux déchirants. Et on se dit que oui, voilà, on comprend mieux, disons, pourquoi elle est dans cet état-là à son réveil et pourquoi tout l'indiffère depuis son réveil. Et on en arrive à la tragédie du livre. Je sais même pas comment en parler, tellement c'est déroutant, tellement c'est affreux et beau à la fois, mais tragique. On découvre en fait à la fin du livre, et là c'est un spoil, mais je l'ai déjà dit qu'on était dans la partie où je divulgage, on découvre que l'homme qui n'a pas encore été réveillé, c'est pas Koban, c'est Païkan, qui a réussi en fait à la dernière minute à échanger sa place avec Koban. Et personne s'en est rendu compte. Et parce que du coup, Eléa n'a pas assisté à son réveil, elle n'est pas dans la même chambre que lui. Et celui-ci est entouré des scientifiques qui tentent de le ranimer et de le sortir de cet état de léthargie dans lequel il se trouve. Et en fait, les médecins comprennent que s'ils veulent avoir la chance de pouvoir réveiller Koban et de bénéficier de toutes ses connaissances, il lui faut du sang. Et le seul sang capable de le faire vivre, c'est une transfusion qui viendrait directement d'Eléa. Et donc du coup, les médecins et le docteur Simon demandent à Eléa si elle serait d'accord. Tout le monde, surtout Simon, pense qu'elle refusera parce qu'elle déteste Koban pour l'avoir éloigné de Païkan. Mais contre toute attente, Eléa accepte. Et on comprend dans les dernières minutes, dans la dernière page du livre, qu'elle accepte tout simplement pour se venger de lui. Elle prend en fait une capsule. Elle avale en fait une capsule contenant un poison qui la tue, donc elle se suicide, et elle sait que par la même occasion, comme cette capsule va se mettre dans son sang, le sang qui va être transfusé directement à Koban va le tuer directement. Donc les deux sont mis l'un à côté de l'autre, elle est mourante, Koban est sous un drap donc elle ne le voit pas, et le docteur Simon comprend à la toute dernière minute que c'est pas Koban, que c'est Païkan, et que non seulement elle est en train de se suicider en lui mettant un sang empoisonné, mais qu'en plus elle empoisonne l'homme de sa vie qui a réussi au dernier moment à la retrouver, elle le sait pas, et en fait ça finit comme ça. Eléa meurt empoisonnée en empoisonnant l'amour de sa vie, Païkan, qu'elle pense être Koban. Et là, toute l'humanité entière est juste effondrée par rapport à ça, que ce soit même Simon, les scientifiques présents, tout le monde. Et les lecteurs, j'en parle pas. Non, franchement, moi quand j'ai lu le livre à l'époque, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était inimaginable. J'avais jamais lu une histoire aussi triste, et je pensais qu'avec le temps ça se serait atténué. Mais non. En fait, en le relisant là il y a quelques jours, ça m'a de nouveau anéanti. C'était beau, c'était triste et c'était tragique. Mais aussi tragique que ce soit, il y a quand même du positif à la fin de ce livre parce que le fait que ces deux êtres humains ensevelis depuis 900 000 ans, qui se trouvaient finalement les deux amoureux de cet ancien monde, soient morts,
ça provoque un tel raz-de-marée à l'échelle de l'humanité que les gens décident qu'ils ils veulent pas reproduire les mêmes erreurs que cet ancien monde. Ils veulent plus de guerre, de choses comme ça, alors qu'on est à l'époque, en 1968, on est en plein dedans, que ce soit même maintenant en 2021, il y a toujours des discriminations, des guerres, des gens qui meurent de faim, etc. Et la mort de Paikhan et d'Eléa, ça a provoqué une sorte de séisme qui fait que les gens ne veulent pas vivre comme ils ont vécu à l'époque. Ils veulent vivre dans un monde, je dirais pas utopique, mais dans un monde meilleur tout simplement. Et c'est la petite touche d'espoir à la fin du roman. Le fait que les deux personnages soient morts fait que l'humanité commence à se soulever, notamment à travers des jeunes personnes qui, euh, qui commencent à manifester dans les rues et à dire non, tout simplement, à la vie humaine telle qu'elle est, du moins à l'époque. Ma conclusion, bah, du coup, comme je le disais, La Nuit des Temps de Barjavel était et restera du coup mon roman préféré. Il n'y en a pas d'autres qui ont réussi à le dépasser pour l'instant, même si j'en ai lu pas mal. C'est vraiment une histoire magnifique, merveilleusement bien écrite, poétique. Je ne sais pas si vous aimez trop les histoires d'amour. Moi, j'aime bien ça. J'aime un peu tout, hein, en fait, finalement. Mais c'est vrai que là, celle-ci, elle est juste merveilleuse. Elle est juste tragique comme il faut. Et puis, elle nous apprend plein de choses sur nous-mêmes et sur l'humanité en général. Alors, comme d'habitude, j'ai été voir les commentaires sur Internet. La majorité des gens pensent un peu comme moi. Ils ont beaucoup aimé. Bon, il y a d'autres gens qui n'ont pas aimé. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est subjectif. Tout le monde a le droit de ne pas aimer. Mais si vous aimez pas La Nuit des Temps... voilà. Bref, je sais aussi que des raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas aimé, c'est le côté science-fiction justement. L'histoire d'amour, ils l'ont trouvé magnifique, mais ce côté civilisation ancienne, hyper avancée, quand on entre dans les souvenirs d'Eléa et elle nous raconte en fait ses souvenirs et qu'on a affaire à toute cette technologie, il y a des gens qui n'ont juste pas aimé parce qu'ils ne sont pas fans de science-fiction, ce que je peux comprendre. Mais le livre, il parle tellement de plein de choses différentes que du coup, bon, en même temps, j'aime tous les thèmes littéraires, donc c'est peut-être pour ça que je suis aussi ouvert par rapport à ça. Mais je pense qu'on peut être vite rassasié, peu importe ce qu'on aime. Alors par moment, on se rend un petit peu compte qu'on est en 1968, que ce livre a presque 55 ans maintenant. Mais ceci dit, l'auteur, il est vachement progressiste dans sa manière de voir les choses et dans sa manière d'écrire les choses. C'est assez impressionnant. Le rôle de la femme, par exemple, dans le livre, il est hyper important, que ce soit au niveau du personnage principal, que ce soit Eléa, qui est forte, déterminée, belle, qui a toutes les qualités, etc. Mais aussi une des scientifiques de l'équipe, qui fait déjà face à l'époque, en 68, aux discriminations et au machisme des hommes. Donc l'auteur était déjà pas mal avancé de ce côté-là, et ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis. Et un point aussi que j'ai trouvé vraiment très drôle et qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est dans les années 60, du coup, quand l'auteur a écrit ce livre, et donc on n'a pas la technologie d'aujourd'hui. On n'a pas Internet, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas les smartphones. Tout ça, ça n'existait pas dans les années 60. Et pourtant, quand l'auteur nous décrit la technologie de cet ancien monde d'il y a 900 000 ans, c'est une technologie qui est encore plus avancée que celle qu'on pourrait imaginer dans le monde de l'imaginaire ou dans les films, etc. Et que ce soit dans le matériel scientifique utilisé en Antarctique, par exemple, c'est du matériel pareil qui est hyper avancé. Donc du coup, qu'on soit en 68 ou en 2021, bah, on ne se rend pas compte tellement c'est bien écrit. On ne se dit pas, oui, il y a une différence de temps entre les années 60 et aujourd'hui, non. Il ne parle pas des réseaux sociaux, il ne parle pas de smartphones, etc. Et pourtant, la technologie qui est employée dans ce livre est tout aussi impressionnante que celle d'aujourd'hui. Et un autre point qui n'a pas changé en 50 ans, c'est les réactions humaines. Qu'on soit dans les années 60 ou aujourd'hui, la réaction que les gens ont par rapport au réveil d'Eléa et de Paikhan, je pense, serait la même aujourd'hui, sauf qu'on aurait plus de choix dans la manière de s'exprimer par rapport à leur réveil. Sur les réseaux sociaux, ça irait beaucoup plus vite, hein, ça c'est sûr. Mais la réaction des gens en 68 serait exactement la même qu'en 2021. Ça n'a pas changé d'un poil en 50 ans. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais c'est assez impressionnant quand on lit le livre, on se dit que ça pourrait totalement arriver aujourd'hui, ce serait exactement la même chose. Bref, La Nuit des Temps de René Barjavel est mon roman préféré, ça n'a pas changé, je vous encourage vivement à le lire si ce n'est pas fait. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé.
Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et dans la prochaine vidéo livre, je vous parlerai de la chronique des Bridgerton. Alors, ciao!